l'Afrique, avec son dynamisme et ses ressources considérables, se positionne comme un acteur incontournable sur l'échiquier mondial. Cependant, pour maximiser son potentiel, il est essentiel d'adopter des stratégies innovantes qui intègrent à la fois l'intelligence économique et la diplomatie des affaires. L'intelligence économique, comme le sait tout le monde, nous permet d'anticiper les tendances du marché, d'optimiser la prise de décision et d'assurer une veille stratégique efficace face aux mutations économiques mondiales. En parallèle, la diplomatie des affaires facilite les échanges, renforce la coopération internationale et ouvre la voie à des partenariats fructueux pour nos entreprises et nos institutions. Ce webinaire est une occasion précieuse d'échanger avec des experts, des décideurs et des professionnels de divers horizons sur les enjeux et les opportunités que recèlent ces deux disciplines. Nous aurons l'opportunité d'explorer comment l'intelligence économique peut être un levier de compétitivité et comment la diplomatie des affaires peut renforcer la position de l'Afrique sur la scène internationale. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont cru en notre rêve, car tout commence par un rêve, et par un rêve commence chaque réussite, comme l'a bien dit l'écrivain français Antoine Saint-Exupéry. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir un expert de premier plan, en la personne de notre très cher ami Stéphane Morsi, qui partagera avec nous ses analyses et ses expériences. Pour ce faire, je vais me permettre, après sa permission, de lui poser trois questions, trois axes. La première question, comment identifier et gérer les risques avant d'investir en Afrique? La seconde, quels sont les aspects clés du droit des affaires à connaître pour sécuriser un projet ou répondre à un appel d'offres en Afrique? La troisième, comment transformer l'information stratégique en un avantage concurrentiel pour approcher un client ou un partenaire africain. Sans plus tarder, donnons la parole à notre intervenant. Merci à tous et bon webinaire. La parole est à vous, cher ami Stéphane. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, avant tout, je tiens à remercier Asterlab et tous ses membres et surtout l'équipe qui a travaillé pour mettre je dirais, ce centre de réflexion sur la diplomatie économique en œuvre, parce que c'est un sujet qui est particulièrement important aujourd'hui, et il suffit de suivre les actualités dans le monde pour s'en convaincre. Donc, je me dois de vous féliciter et de vous remercier, évidemment, de m'avoir sollicité pour parler à ce premier webinaire. Alors, trois questions. Comment identifier les risques? D'une part, alors je dirais que c'est peut-être la chose la plus compliquée. La plus compliquée parce que, et j'y reviendrai, l'Afrique, ce n'est pas une entité homogène. Et les risques d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une frontière à l'autre ne sont pas les mêmes. Donc là, il faudra insister là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas une Afrique homogène, mais une hétérogénéité dans l'Afrique. Ça, ce sera le premier point. Le deuxième point qui répondra à la seconde question, quel est le rôle du droit des affaires plus particulièrement, mais on verra que le droit des affaires a aussi des extensions qui vont au-delà du droit des affaires, mais qui concernent les acteurs économiques et qui concernent en soi la diplomatie d'affaires et la diplomatie économique. Et enfin, comment
transformer de l'information en matériaux stratégiques pour les acteurs économiques ou pour les États. Je dirais que le processus est le même. Donc, voilà ce qui va nous occuper pendant quelques minutes. Mais avant cela, j'aimerais quand même revenir sur le contexte actuel. Comme je vous disais, il suffit de regarder les informations ou les chaînes d'information continues, la presse ou que sais-je, pour voir que, et tout récemment, il y a quelques jours encore, des rebondissements géopolitiques majeurs avec une tentative, je vais appeler ça tentative, de résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine par les États-Unis. Alors, peu importe qui fait quoi, mais ce qui est intéressant, c'est que les propositions de résolution de ce conflit tournent autour des matières premières. On parle bien des terres rares et l'accès aux terres rares, qu'ils soient en Ukraine non occupée, en Ukraine occupée ou même en Russie aujourd'hui. Et la guerre est passée en second plan. Ce qui intéresse les médias et les décideurs aujourd'hui, ce sont les métaux rares ou les terres rares. Et ça, c'est un aspect purement économique, et je dirais géoéconomique aujourd'hui, beaucoup plus important que les conflits armés en tant que tels. Et c'est là où l'identification des risques se complexifie. Le conflit, en l'occurrence, même s'il n'est pas sur le continent africain, et vous vous en rappelez certainement, au début de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, la première question qui avait été posée, c'était la question de l'approvisionnement en céréales. À nouveau, on était sur une question purement économique et stratégique de souveraineté alimentaire. Comment je peux nourrir ma population si je ne peux plus me fournir en céréales? Donc, ce sont vraiment des enjeux particulièrement économiques, mais économiques stratégiques liés à la souveraineté des États. Il en va de même pour les matières premières telles que les terres rares ou les métaux stratégiques. Sans métaux stratégiques, eh bien, pas de nouvelles technologies, pas d'intelligence artificielle, pas d'ordinateur quantique. Et donc, sans ces technologies, aujourd'hui, on se retrouve, comment pourrais-je dire, totalement déconnecté du XXIe siècle, tout simplement. Et d'ailleurs, je souligne que le Maroc est très en pointe sur l'intelligence artificielle, avec des centres de recherche de très grande qualité. Et vous avez une ministre qui a cette question en charge, qui est une très grande sommité mondiale de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner aussi. L'intelligence artificielle, ce n'est pas que la Chine et les États-Unis, ce sont aussi d'autres acteurs. Et parmi ces acteurs, il y a le Maroc. Alors, pourquoi je vous parle d'intelligence artificielle? Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est quelque chose d'incontournable. Ça s'est immiscé très rapidement dans les relations économiques et dans le travail. Le rapport au travail aujourd'hui est un rapport homme-machine, et la machine, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, la compétitivité d'un État se mesurera au degré d'intégration de l'intelligence artificielle chez ces acteurs économiques. Et c'est là où on arrive sur des choses particulièrement stratégiques. Et qui parle de stratégie parle de risque. Mettre une stratégie en place, c'est avoir fait, je dirais, le tour de la question, identifier les forces et les faiblesses, les matrices stratégiques, soit très classiques qu'on apprend à tous les étudiants d'économie et de sciences de gestion. Les forces, les faiblesses, les opportunités, tout ça, il faut l'identifier. Mais il faut les contextualiser dans un monde totalement globalisé, et un monde non seulement globalisé, mais en guerre économique.
Et je vais vous citer deux exemples. Le premier exemple, qui ne relève pas de la guerre économique en tant que telle, mais qui montre à quel point nous sommes tous vulnérables dans nos économies. Vous vous souvenez, il y a quelques années, ce navire qui s'était mis en travers du canal de Suez. Eh bien, ça a duré 3 ou 4 jours avant de pouvoir débloquer le canal. Le préjudice sur l'économie mondiale, sur le commerce international, s'est chiffré en milliards de dollars. Donc, vous voyez, aujourd'hui, un des aspects particulièrement stratégiques de l'Afrique, c'est notamment le canal de Suez. Parce que le canal de Suez peut bloquer l'économie mondiale très facilement en quelques minutes. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est particulièrement stratégique. Et ce n'est pas pour rien que, je dirais, alors pas en mer Rouge, mais l'accès finalement au canal de Suez, c'est là où on va trouver des conflits, la Corne de l'Afrique, le Yémen de l'autre côté, c'est là où on va trouver de la piraterie. Tout cela, ce sont des freins à l'économie mondiale. Et le cœur, eh bien, c'est le continent africain. Ça, c'est je dirais, un premier exemple. Un deuxième exemple qui va montrer que l'Afrique est aujourd'hui, et mon exemple sera en Afrique subsaharienne ou en Afrique centrale, l'Afrique est parfois un terrain de bataille de la guerre économique sans en être elle-même un véritable acteur. Et je pense au corridor de Lobito. Alors, le corridor de Lobito, c'est une voie de chemin de fer qui relie la Copper Belt. La Copper Belt, c'est l'est de la RDC, un peu la Zambie et un peu l'est de l'Angola, où on a tous ces gisements de cuivre extraordinaires et de cobalt également. Et aujourd'hui, pour évacuer ces minerais vers l'extérieur, on doit les évacuer par camion vers Dar es Salaam en Tanzanie ou vers Durban en Afrique du Sud. Et ce corridor de Lobito, lui dit, mais on va faire l'inverse. On va les mettre sur un train qui va aller de Kolwezi en RDC et qui va aller jusque sur l'Atlantique à Lobito en Angola. Ça veut dire qu'au lieu de vendre du minerai par l'océan Indien, c'est-à-dire en direction de la Chine, il faut être clair là-dessus, eh bien, on va pouvoir vendre du minerai à d'autres acteurs économiques mondiaux sur la façade atlantique, c'est-à-dire l'Amérique du Nord essentiellement, et l'Europe en quelque sorte. Donc, vous voyez là aussi ce qui se passe avec le corridor de Lobito. Ce n'est pas une volonté de diversifier l'acheminement de minerais, c'est tout simplement une bataille entre les Chinois et les États-Unis pour s'approprier ou pour se fournir en tout cas en minerais considérés comme stratégiques. Et c'est pour ça que je parle d'un champ de bataille de la guerre économique sans en être réellement l'acteur. Donc ça, c'était mon deuxième exemple. Donc, tout cela pour dire que les enjeux de l'Afrique au sens large et de l'ensemble du continent, c'est qu'il dispose de matières premières. Alors, quand je dis matières premières, elles sont parfois agricoles, elles sont parfois minérales, elles sont parfois énergétiques, mais pas que des matières premières. L'Afrique, c'est aussi une population d'1,5 milliard d'habitants qui va doubler d'ici à 2050. Ce sont des populations qui sont de mieux en mieux formées. Donc, on a de plus en plus de cerveaux africains. D'ailleurs, on le voit dans les grandes sociétés, même occidentales, implantées en Afrique. Les directeurs ne sont plus des Occidentaux, mais des Africains. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi, et je dirais un signal faible du réveil, je dirais, de l'Afrique sur ses capacités. Ceci dit, il reste beaucoup d'écueils encore.
Il reste beaucoup d'écueils. C'est parfois les enjeux sécuritaires. Hein, on le voit d'ailleurs à l'est de la RDC aujourd'hui. Il y a d'autres zones où c'est un peu compliqué. Je pense à la République centrafricaine, au Sud-Soudan et bien d'autres encore. Donc, là aussi, le risque sécuritaire, c'est un risque qu'il faut identifier, avec lequel il faut composer. Alors, on a toujours tendance à dire que c'est dans les pays en guerre qu'on fait les meilleures affaires. Alors, bon, ben, c'est très beau, mais c'est quand même très triste. Hein. Donc, et les affaires que l'on fait dans un pays en guerre ne sont pas toujours des affaires faites en bonne et due forme. Hein. Donc là aussi, attention, et j'y viendrai sur le deuxième point concernant le droit des affaires et les questions de conformité. Non, vous voyez, le risque sécuritaire, très important, et je pense que c'est le point d'amélioration sur lequel l'Afrique, de façon générale, l'Union africaine notamment, doit travailler, et elle le fait, mais peut-être a-t-elle besoin de plus de moyens pour le faire de façon peut-être encore plus proactive. Ça, c'est une catégorie de risque particulièrement importante. Une deuxième catégorie de risque, euh, c'est l'aspect, et j'y reviendrai sur le deuxième point en matière juridique, mais l'aspect éthique des affaires. Alors, je prends un peu de recul par rapport à cela parce que, bon, moi, je suis occidental, j'ai ma vision occidentale, même si je connais très bien l'Afrique et les façons de procéder. Mais d'un point de vue occidental, il est très difficile de faire des affaires en Afrique. Pourquoi? Parce que les us et coutumes ne sont pas les mêmes que ce qu'on a l'habitude de faire sur les marchés internationaux. Ce que l'on va considérer en Occident comme de la corruption ne le sera pas considéré comme tel dans certains pays africains. Et pourtant, la législation qui va s'appliquer aux échanges et au commerce international est la même. Donc là, ce sont des questions très épineuses. Alors, il n'y a pas que la question de la corruption, bien entendu, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais ça, ce sont des questions très épineuses qui font qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs occidentaux ne veulent plus investir dans certains pays africains. Alors, moi, je ne vois pas ça comme une difficulté, mais plutôt comme une opportunité pour les investisseurs africains d'investir en Afrique, en lieu et place des investisseurs venant d'ailleurs. Ça, c'est une deuxième catégorie de risque ou de difficulté. Une troisième catégorie de risque qui n'est pas forcément une catégorie de risque en tant que telle, mais une difficulté que l'on peut rencontrer. Je disais en introduction que l'Afrique n'est pas un tout hétérogène, homogène, pardon, mais ce sont 55 États, hein, entre les Seychelles et la Zambie. Quels sont les points communs? Entre le Maroc et la Namibie, quels sont les points communs, si ce n'est la façade maritime? Hein? Il faut bien avoir conscience que les us et coutumes sont parfois très divergents d'un endroit à l'autre. Et faire preuve de ce que moi j'appelle d'intelligence culturelle, maîtriser les us et coutumes, savoir comment on va négocier, comment on va recruter, comment on va se positionner, et notamment sur un marché public. On ne peut le faire si on ne connaît les us et coutumes. Je vous raconte une anecdote. Il y a pas très longtemps, quelques mois seulement, j'étais à l'intérieur du pays en République démocratique du Congo dans le cadre d'acquisition de terres agricoles. Les terres agricoles sont gérées, ou en tout cas les terres sont gérées par des chefs coutumiers. Si vous n'avez pas de notion des us et coutumes de l'ethnie dans laquelle vous allez négocier,
eh bien, vous n'obtiendrez rien. Et vous pouvez arriver avec des millions de dollars, ça ne servira à rien. Ils n'en voudront pas parce qu'on n'aura pas respecté une coutume ou une façon d'approcher la personne finalement décisionnaire. Donc, vous voyez, l'investissement ne peut se faire que lorsque l'on maîtrise les us et coutumes. Alors, nous, ici en Europe ou en Occident, c'est facile. Les us et coutumes sont plus ou moins les mêmes qu'on soit en Lituanie ou aux États-Unis. Il y a très peu de différence. Par contre, entre euh, les populations du nord de l'Afrique du Sud et de Libye, il n'y a pas de point commun. Et donc, il y a un travail d'intelligence culturelle systématique à faire. C'est le seul moyen de pouvoir répondre de façon optimale à un cahier des charges dans le cadre d'un marché public. On ne répondra pas de la même façon. Alors évidemment, il y a des canons économiques, je dirais, et réglementaires, mais la façon de répondre devra être adaptée à celui qui va ouvrir les enveloppes et faire son choix sur celui qui se verra attribuer le marché. Ça, c'est une des phases. Et puis, il y a évidemment, comme dans tout marché public, une phase de lobbying. Et cette phase de lobbying, eh bien, elle implique d'identifier les bons interlocuteurs. Quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs coutumes, quelles sont leur façon de faire des affaires, voire même leur caractère individuel. On ne peut pas aujourd'hui répondre à un appel d'offres et attendre que ça se passe. On n'en remporte jamais quand on travaille comme ça. On doit aujourd'hui faire de la diplomatie d'affaires, c'est-à-dire aller voir les bons interlocuteurs, entretenir des relations d'affaires mais cordiales, respectueuses, etc., qui vont permettre, alors, peut-être d'influencer l'attribution du marché, mais c'est le jeu. Si vous ne le faites pas, c'est un autre qui le fera, tout simplement. Et nous avons certaines grandes entreprises au niveau mondial qui savent très bien faire ça, hein, qui passent par des cabinets spécialisés, qui font un lobbying, je dirais même agressif, qui finalement ne laissent même pas le choix aux décideurs. Il n'y a plus qu'un choix possible, c'est l'entreprise qui est passée par ce cabinet de lobbying. Non, vous voyez, ça, c'est quelque chose de très important aussi. Alors, j'en viens au deuxième point, qui est vraiment charnière entre tout ce qui peut être stratégique en matière d'affaires aujourd'hui, et pas qu'en Afrique d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra réglementé, ultra normé. Alors ici en Europe, avec l'Union européenne, on sait que ce sont des institutions championnes de l'élaboration de normes. Mais il y a des normes qui rentrent dans le droit positif, dans le droit européen par exemple, mais on a aussi toutes les normes que l'on appelle de soft law, les normes ISO par exemple, et beaucoup d'autres. Donc on vit dans un monde de plus en plus normé et surtout soumis à une législation de plus en plus extraterritoriale. Par exemple, euh, nous avons ici en Europe une directive sur le devoir de diligence ou de vigilance, comme on veut, qui impose à chaque entreprise européenne d'imposer à toute sa chaîne de valeur des normes européennes en matière de respect des droits de l'homme, de respect de l'environnement, etc., etc. Ce qui veut dire qu'une entreprise euh, européenne ou une entreprise étrangère qui est implantée dans l'Union européenne, qui a un fournisseur qui est au Maroc, eh bien, va devoir imposer à son fournisseur marocain les normes européennes en matière de devoir de vigilance. C'est ça l'extraterritorialité. Ça, c'est un des exemples européens, il y en a d'autres. Aux États-Unis, la législation anticorruption, le fameux FCPA, hein, Foreign Corrupt Act,
est très important parce que les États-Unis estiment que dès qu'il y a un lien avec les États-Unis, peu importe où dans le monde, la législation américaine en matière de lutte anticorruption peut s'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'un lien avec les États-Unis? Ça peut être une simple transaction en dollars, même il y a 10 ans. Ça peut être tout simplement d'utiliser Windows sur les ordinateurs de l'entreprise. Le lien peut être particulièrement ténu. Et là, vous vous retrouvez devant, alors avec des procédures particulières, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais devant le département de la justice américain, alors que vous êtes une entreprise marocaine ou tchadienne ou sud-africaine, avec souvent des amendes faramineuses. Alors là aussi, c'est quelque chose d'important. La justice aux États-Unis est un poste de revenu. Hein, je crois que c'est 0,2% du PIB des États-Unis, c'est ce que la justice rapporte à l'État. Hein, ce n'est pas comme dans certains États comme les nôtres où la justice est un poste de coût. Voilà. Donc, attention, là aussi, c'est de la guerre économique. Hein. Et finalement, on se rend compte que les entreprises qui sont poursuivies, ben, ce sont celles qui gênent des concurrents américains. Alors, évidemment, l'Afrique n'est pas à l'abri de cela, loin de là. Il y a plusieurs cas d'entreprises africaines qui sont dans la tourmente aujourd'hui, et notamment en République démocratique du Congo avec la GCAM. Donc, vous voyez, ces aspects extraterritoriaux de droit étranger, je dirais de droit extérieur à l'Afrique, mais qui s'imposent dans le monde entier aujourd'hui, c'est une catégorie de risque à part entière, mais c'est aussi du droit des affaires. Et vous voyez, le droit des affaires, c'est le droit des commerçants. Et là, on n'est pas dans du droit des commerçants. On est simplement dans, je dirais, du droit connexe au droit des commerçants. Mais c'est celui-là qui s'impose et c'est celui-là qui fait la loi aujourd'hui. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Maintenant, en matière de droit, et sur le continent africain plus particulièrement aujourd'hui, deux sujets à aborder. Premièrement, une expérience d'intégration juridique particulièrement réussie qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est 17 pays africains qui ont harmonisé ou qui ont un droit des affaires commun. Voilà, c'est ce qu'on appelle le droit OHADA. Et deuxième point important qui fait charnière un peu avec le droit OHADA, ce sont les modes alternatifs de règlement des différends, l'arbitrage et la médiation. Alors le droit OHADA, dans un premier temps, alors c'est quelque chose d'assez récent, hein, l'OHADA, c'est à la fois une organisation régionale et un corpus juridique. Alors, cette organisation régionale a pour vocation à contribuer à l'harmonisation du droit des affaires dans les pays qui adhèrent au traité qui institue cette institution, qui est le traité de Port-Louis, et c'est en 1993. Alors, ce qui est harmonisé dans ces 17 pays, ce n'est pas tout le droit des affaires. C'est simplement ce qui a été mis en commun jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous citer tous les domaines du droit, mais c'est le droit commercial général, le droit des sociétés, le droit des coopératives, les procédures de recouvrement de créances, le droit des entreprises en difficulté, le droit des sûretés, quand même assez important, le droit du transport de marchandises par route, ça c'est assez intéressant d'ailleurs, et le droit de l'arbitrage et le droit de la médiation. Et il y a également la comptabilité et l'information financière. Alors, ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'il vient contribuer quand même à un assainissement du climat des affaires. Pourquoi? Parce que l'investisseur, où qu'il soit dans un de ces 17 États membres,
est soumis aux mêmes règles qu'il soit au Sénégal ou au Tchad ou en Côte d'Ivoire ou en Guinée équatoriale. C'est quand même quelque chose d'assez rassurant pour un investisseur qui a des activités dans plusieurs pays ou qui voudrait investir dans le pays voisin tout simplement. Donc, confronté aux mêmes règles, c'est quelque chose qui facilite un petit peu l'investissement et en tout cas qui rassure. Donc en matière de climat des affaires, c'est particulièrement intéressant. Deuxième point d'intérêt, c'est que au-delà de la sécurité juridique avec une législation claire pour tout le monde, une sécurité judiciaire. Le droit WADA a amené la plupart des États membres à spécialiser ces juridictions en matière de droit des affaires avec la création de tribunaux de commerce. Hein, alors, pas dans tous les États encore aujourd'hui, mais dans la plupart, le vecteur qui a conduit à l'installation des tribunaux de commerce est cette harmonisation du droit des affaires. Et au-delà des tribunaux de commerce, une possibilité, enfin pas une possibilité, puisque c'est une obligation, dans toutes les matières harmonisées, la cassation, donc la juridiction de troisième niveau, c'est une cour commune qu'on appelle la Cour commune de justice et d'arbitrage qui se trouve à Abidjan. Ce qui veut dire que le manque de confiance qu'il y avait parfois dans les juridictions nationales des États membres, eh bien, est balayé très rapidement puisque on peut aller en cassation devant une cour internationale, hein, régionale, qui peut trancher des litiges sur le fond ou la forme assez particulier et qui peut être saisi pour des avis aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important et de rassurant aussi en matière de climat des affaires et d'investissement. Et troisième point d'intérêt sur ce droit harmonisé, c'est qu'il pousse au recours au mode alternatif de règlement, qui est mon second point. Avec des actes uniformes, hein, c'est-à-dire de droit unifié, sur l'arbitrage et sur la médiation, et une forme d'arbitrage institutionnel régional OHADA qui se fait à la Cour commune de justice et d'arbitrage. Donc, on peut aujourd'hui, dans ces relations commerciales, en tout cas dans 17 pays africains, avec ces relations internes aux 17 pays ou avec un pays extérieur, mettre dans ces contrats une clause compromissoire disant, eh bien, ce sera en cas de contentieux, on privilégie un règlement amiable devant la CCJA, donc un arbitrage CCJA, comme on dit, un arbitrage institutionnel OHADA. Ce qui évite d'aller faire des arbitrages devant la CCI à Paris ou un centre d'arbitrage à Genève ou que sais-je encore, qui coûte évidemment beaucoup plus cher. Alors, et c'est la transition vers ce deuxième point d'intérêt sur les modes alternatifs de règlement des différends pour les relations d'affaires en Afrique. L'arbitrage ou la médiation, alors la seule petite différence entre les deux, c'est que la médiation, le médiateur va permettre aux deux parties en conflit de trouver elles-mêmes la solution, alors que l'arbitrage, l'arbitre va trancher, hein, c'est pour ça qu'on parle d'un juge arbitral, un tribunal arbitral, alors qu'en médiation, on ne parle pas d'un tribunal de médiation. Voilà. Hein, donc, c'est une différence majeure. L'arbitre tranche, le médiateur met d'accord. Hein, donc, ça, c'est important. Mais quel que soit le mode alternatif de règlement des différends, quels sont leurs avantages? Leurs avantages, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides que le contentieux devant les juridictions nationales ou internationales, le cas échéant. Parce que tout le monde sait que les juridictions sont encombrées, qu'elles sont lentes. Alors pas parce que les magistrats ne sont pas bons, mais parce que parfois du manque de moyens, parfois trop de dossiers, parfois une justice qui n'est pas adaptée aux réalités
mouvante et croissante de l'activité économique, etc. Et donc, ces modes alternatifs de règlement des différends permettent de gagner du temps. Et pour un investisseur, le temps, c'est de l'argent. Ça, il faut être bien conscient de ça. Et puis, provisionner pour un contentieux qui va mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans avant de trouver une solution, eh bien, les provisions, elles restent bloquées. Alors que l'arbitrage peut, parfois, en quelques mois, ou un an, peut-être un an et demi, hein, tout dépend de la complexité des contentieux, eh bien, finalement, maintenir bloqué des provisions beaucoup moins longtemps et donc récupérer sa trésorerie plus rapidement. Ça, c'est la première chose, là, niveau de temps et niveau de coût. Hein, le coût, je dirais, pour un arbitrage est beaucoup moins important et c'est lié au temps d'ailleurs. Hein. Payer un cabinet d'avocat pendant 6 ans coûte plus cher que de payer un avocat pendant 6 mois pour aller devant un tribunal arbitral, tout simplement. Et comme les solutions généralement sont amiables, eh bien, ça évite les dommages-intérêts, etc. Et le coût final est généralement plus bas que devant une juridiction traditionnelle. Donc, voilà, ces modes alternatifs de règlement, je pense qu'ils seraient alors, pas intéressants parce que c'est déjà le cas dans beaucoup de pays, mais euh, ils mériteraient d'être généralisés dans les relations contractuelles entre acteurs économiques africains, sans choisir des arbitrages devant les grands centres d'arbitrage internationaux qui sont hors du continent. Il y a la possibilité aujourd'hui pour les 17 membres de l'OADA de faire ça devant la CCJA avec des arbitres à disposition. Il y a l'arbitrage institutionnel au niveau national. Hein, bien souvent, les organisations patronales ont leur propre centre d'arbitrage. Il y a ce qu'on appelle l'arbitrage ad hoc. Hein, rien n'empêche de dire, eh bien, dans notre clause compromissoire, nous choisirons de commun accord un ou deux arbitres ou trois qui peuvent être des personnalités choisies sans pour autant avoir les compétences d'un juriste, mais des compétences en gestion d'entreprise, etc., et qui vont voir le contentieux différemment. Donc, c'est quelque chose qui mériterait d'être généralisé dans la relation contractuelle. Ça, c'était, je dirais, sur ce deuxième point en matière de droit des affaires. Un troisième point que je pense qu'il faut absolument évoquer en matière de droit des affaires, c'est aujourd'hui tout ce qui va concerner la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, je ne vais rien vous apprendre en disant que depuis quelques années, on n'arrête pas de nous parler de réchauffement climatique, de pollution, d'énergie renouvelable, etc., etc. Mais tout ça oblige aujourd'hui les entreprises à être vertueuses sur ces sujets-là. Alors, respect de l'environnement, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le respect des travailleurs, etc. Alors, mais l'environnement, c'est quelque chose qui est particulièrement stratégique pour les entreprises, pas parce qu'elles doivent respecter l'environnement ou qu'elles veulent respecter l'environnement, mais en termes d'image, elles n'ont pas le choix. Elles doivent montrer une image respectueuse de l'environnement si elles veulent continuer à exercer. L'entreprise qui dirait aujourd'hui, mais moi, l'environnement, ça ne m'intéresse pas, je pollue outre mesure, et si j'ai des amendes à payer, je les paye, mais je continue à polluer, cette entreprise va disparaître. Son image lui fera tellement de tort, que ce soit auprès de ses clients, de ses fournisseurs, de l'État dans lequel elle exerce, etc., qu'elle finira par disparaître. Aujourd'hui, il y a une obligation informelle de se conformer à la responsabilité sociétale des entreprises. On ne peut plus y échapper. Alors, il y a des obligations légales, souvent réglementaires, pour les entreprises d'une certaine taille, souvent,
je pense dans la zone des 17 membres de l'OADA. Alors, il faut bien chercher pour trouver la disposition RSE, mais elle existe dans une annexe en matière de comptabilité pour les entreprises de plus de 250 salariés. Elles doivent se confirmer à tout un panel de critères RSE qui correspondent à ce qu'on va retrouver dans la norme ISO 26000. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Alors, et pourquoi je vous parle de l'environnement? Parce que c'est une question d'image. Et aujourd'hui, une entreprise qui a une mauvaise image est une entreprise qui disparaît. Donc ça, c'est fondamental aujourd'hui. Moi, j'ai connu ça en RDC, des entreprises minières qui n'avaient pas réhabilité les sites en replantant des arbres, etc., qui se sont vues poursuivies, notamment en arbitrage devant avec des contentieux en arbitrage qui leur ont coûté des dizaines de millions de dollars. Voilà, donc quand on peut éviter ça, il faut absolument le faire. Et puis, il ne faut pas voir ça négativement, parce que je pense qu'il faut que les entreprises africaines soient dans l'ère du temps, du monde globalisé. On ne peut pas dire, oui, mais parce que nous sommes en Afrique, on n'est pas concerné. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde est concerné par tout aujourd'hui. Toutes les entreprises sont interdépendantes les unes des autres et il n'y a pas de frontières. Les frontières, elles sont là pour des raisons fiscales, douanières, de souveraineté, certes, mais l'économie mondiale, quelle que soit votre activité, vous êtes inscrit dans un monde globalisé. Je prends un exemple, quand on a un avion Airbus, les dizaines de milliers de pièces nécessaires pour l'avion sont fabriquées dans le monde entier. On ne peut pas avoir un avion 100% américain, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir un avion 100% ivoirien ou 100% belge, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes tous interdépendants, d'où cet intérêt particulier pour les métaux stratégiques et pour les matières premières africaines, parce que sans ces matières premières, on ne fabrique pas nos téléphones, on ne fabrique pas nos ordinateurs, on ne fait pas d'intelligence artificielle. Là, vous voyez, on revient sur ces notions d'interdépendance, mais sur lesquelles il faut capitaliser. Et c'est là où la diplomatie économique, alors plus forcément la diplomatie d'affaires qui est plus pour le secteur privé, la diplomatie économique pour nos diplomates, de dire mais cette interdépendance, nous on la connaît, votre chaîne de valeur on la connaît, elle commence chez nous. Et voici nos conditions. Or, aujourd'hui, les conditions sont bien souvent pas suffisamment posées. Ce qui fait que la marge sur la chaîne de valeur va se faire ailleurs que dans le pays où on fait de l'extraction, dans le cas du minier, mais c'est exactement la même chose pour tout ce qui est matière première, qu'elle soit agricole ou, ou minière. Vous voyez, cette prise de conscience que sans le travail des entreprises africaines ou des entreprises étrangères en Afrique, le monde ne peut pas fonctionner. Et quand les Africains, quels qu'ils soient, auront pris conscience de cela, eh bien, l'Afrique ne sera plus un terrain de bataille de la guerre économique, mais l'Afrique entrera comme un combattant de la guerre économique. Et c'est ça l'objectif, à mon sens, que les Africains, ou les États africains, bien entendu, doivent avoir à l'esprit. Alors, j'en viens au troisième point, parce que tout ce que j'ai dit là, depuis le début, c'est de l'information, c'est de la veille juridique, c'est de la veille sur les risques et les contextes géopolitiques et dans l'environnement de l'activité des acteurs économiques. Tout ça, c'est de l'information. Cette information, il faut aller la chercher. C'est ça l'intelligence économique. L'intelligence économique, ce n'est qu'une méthode. Il ne faut pas penser que l'intelligence économique, c'est ce qui va résoudre tous les problèmes et faire de nous les meilleurs.
ça peut nous aider à être meilleurs si on le fait correctement. C'est-à-dire, euh, quand on est capable de contextualiser son activité par rapport à son environnement, c'est-à-dire je me situe là, ma chaîne de valeur que j'ai identifiée le plus loin possible, c'est celle-là, je suis interdépendant de tel, de tel et de tel, et à partir de là, je vais voir les risques de blocage sur ma chaîne de valeur. À partir du moment où on a fait ce travail, on peut commencer à mettre des choses en place et des stratégies en place. Mais une entreprise qui me dit, ah ben nous, notre stratégie, c'est ça, mais qui n'ont pas fait le travail en amont d'identification de leur point de vulnérabilité, mais leur stratégie ne fonctionnera pas. C'est le b.a.-ba de la stratégie, qu'elle soit d'entreprise ou militaire ou étatique. On doit connaître son adversaire, on doit se connaître soi-même pour pouvoir combattre correctement. Que ferait un général s'il ne connaissait pas les forces de son ennemi? Eh bien, il perdrait la guerre. Voilà. Et c'est exactement la même chose en matière de guerre économique. Et l'intelligence économique, c'est une méthode, tout simplement, qui va permettre d'identifier les risques liés à notre activité, à la chaîne de valeur qui est la nôtre. Et il faut aller voir cette chaîne de valeur le plus loin possible, sans oublier les aspects logistiques, sans oublier les fonctions support telles que les banques, les assurances, etc., parce qu'ils font partie de la chaîne de valeur également. Les services étatiques aussi, le service des douanes, le service, etc., qui peuvent avoir euh, une action dans le monde de l'entreprise, font partie de la chaîne de valeur. Donc, il faut les maîtriser. Alors, pour maîtriser cette information, l'intelligence économique apporte quelques pistes. La première piste, c'est, je dirais, ce mode de réflexion. Ce mode de réflexion, j'ai besoin d'informations, donc je vais me mettre en ordre de bataille pour aller la chercher. Mais je ne vais pas aller chercher n'importe quoi. Je vais aller chercher l'information qui m'est utile. Sinon, je vais acheter le journal et je m'assieds dans mon fauteuil. Et ça n'a aucun intérêt. Je dois aller chercher l'information qui m'est utile. Et ça, c'est déjà un travail d'identification très important. Et je remarque que dans de très nombreuses entreprises, quand on leur demande de quoi avez-vous besoin, ils disent ah ben de tout. Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail de savoir de quoi ils ont réellement besoin pour travailler en matière informationnelle. Et c'est assez systématique comme réponse. Ah ben, soit ils ont besoin de tout, soit ils ne savent pas. Oui, ça, moi, je trouve ça triste. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des chefs d'entreprise, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, c'est exactement pareil, qui se lancent dans des activités sans avoir pesé le pour et le contre, sans savoir si leurs affaires fonctionneraient bien sur le long terme. Et ça, c'est une erreur stratégique, tout simplement. Donc, l'intelligence économique, c'est avant tout faire le point de situation. Qui je suis, ce que je fais, pourquoi et comment je le fais et vers quoi je veux tendre. À partir de là, on se met en ordre de bataille pour aller chercher l'information qui correspond à nos objectifs et à la protection de notre activité. C'est ce qu'on appelle l'aspect veille de l'intelligence économique. Alors aujourd'hui, on fait ça avec des outils. On a des outils, notamment d'intelligence artificielle, qui permettent de faire ça très bien, qui ne coûtent pas forcément très cher et qui sont très performants. Ensuite, deuxième phase de cette information, ben, il va falloir en faire quelque chose, parce que c'est bien d'avoir de l'information. Je sais que sur ma chaîne de valeur, j'ai une vulnérabilité. Mais oui, mais c'est très bien. Et, comme disent les anglo-saxons, and so what? Il faut que cette information, je la transforme en quelque chose qui va m'être utile, que je vais pouvoir actionner. C'est le caractère actionnable de l'information qui va permettre d'apporter l'action corrective sur ma vulnérabilité et gommer cette vulnérabilité pour que je puisse continuer à avancer dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est quelque chose, je dirais, de fondamental. L'information, on la transforme en quelque chose d'utile pour répondre à nos besoins. L'information brute, elle ne sert pas à grand-chose.
il faut qu'elle soit interprétée et enrichie au regard de la culture d'entreprise et des objectifs que l'entreprise s'est fixés. Et enfin, la troisième phase, c'est ce qu'on appelle, cette deuxième phase en intelligence économique, c'est ce qu'on appelle la sécurité économique. Hein, je sécurise l'information que j'ai été chercher en l'enrichissant pour qu'elle me soit utile. Hein. Et évidemment, je ne la livre pas en pâture à mes concurrents, donc je la protège, d'où sécurité économique. Et enfin, le troisième volet, que l'on appelle le volet influence, eh bien, cette information enrichie qui va me permettre d'apporter des actions correctives, elle va constituer tout un corpus informationnel qui va me permettre de mieux me positionner, qui va me permettre de gagner un marché, qui va me permettre de faire un bon lobbying, qui va me permettre d'être plus compétitif et finalement de mener mes activités sereinement et en gagnant de l'argent. Parce que bien souvent, on se voile un peu la face en disant ah ben tiens, on fait ça, la stratégie. Oui, mais l'objectif d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Hein. C'est pas d'être dans le paysage ou de faire comme certains économistes disent aujourd'hui de la décroissance. Enfin, moi, c'est quelque chose en quoi je ne crois absolument pas. Pourquoi? Parce que le progrès ne peut pas aller et on ne peut pas progresser avec de la décroissance. Ce n'est pas possible. C'est un retour aux sources. Or, l'être humain a une volonté de toujours s'élever, de toujours être mieux, de vivre plus longtemps, dans des meilleures conditions, etc. Donc, on ne peut pas faire de décroissance. Ça, ce n'est pas possible. Mais bon, ce sont des débats très théoriques, évidemment. Mais voilà, ça, c'est important. L'entreprise a un objectif. Cet objectif, il est économique et financier. Et pour y répondre, eh bien, il faut maîtriser son information, son environnement informationnel sur l'ensemble de sa chaîne de valeur pour répondre à des objectifs stratégiques qui sont bien construits et qui sont pertinents. J'ai aussi vu beaucoup d'entreprises en Europe et en Afrique, et je pense qu'ailleurs dans le monde c'est pareil, qui ont des objectifs stratégiques complètement farfelus. Alors comment atteindre un objectif qui n'est pas atteignable? Il faut savoir aussi faire preuve de raison et avoir un objectif atteignable, eh bien, c'est quand on connaît son environnement et qu'on connaît son cœur d'activité. Hein, donc, celui qui a des objectifs qui ne sont pas les bons, c'est qu'il ne connaît pas son cœur de métier, qui ne connaît pas l'environnement dans lequel il évolue. Et celui-là, c'est un mauvais chef d'entreprise qui disparaîtra. Alors, vous savez, en économie et en gestion, on a des théories d'écologie des populations d'organisation. Hein. On considère dans ces théories les entreprises comme des êtres vivants. Et bien, les êtres vivants ne se font pas de cadeaux, il y a de la prédation. Hein, donc, il y a le prédateur qui va tuer une proie pour la manger. Eh bien, une entreprise va faire disparaître son concurrent pour obtenir son portefeuille de brevets, par exemple. C'est exactement la même chose. Donc, vous voyez, c'est important. Alors, on n'a pas le temps ici, évidemment, de développer des aspects théoriques, mais ça permet d'imager un peu les choses et de voir que sur le continent africain, et j'insiste sur le fait que c'est un continent très hétérogène, où la concurrence est très importante aussi entre acteurs économiques africains. Et vous connaissez, vous, au Maroc, ça mieux que moi, vous avez des pays voisins ou à l'autre bout du continent qui sont positionnés sur des secteurs d'activité identiques aux vôtres et personne ne se fait de cadeaux. Hein, comme on dit cet adage du Léviathan ici en France, l'homme est un loup pour l'homme, mais l'entreprise est un loup pour l'entreprise. Hein. C'est inéluctable et c'est ça la guerre économique. Mais il faut en être conscient et il faut être armé pour se battre. Et être armé pour se battre, eh bien, c'est maîtriser l'information sur sa stratégie, sur ses objectifs, sur son environnement. Ça, c'est fondamental et où qu'on soit dans le monde. Et je dirais que c'est plus particulièrement vrai en Afrique parce que les entreprises africaines
ou les États africains sont systématiquement attaqués par des grandes puissances en guerre économique. Quand je dis grandes puissances, qu'elles soient étatiques ou d'entreprises. Quand vous avez des GAFAM ou des Alibaba, Temu, Huawei ou que sais-je qui viennent sur vos marchés, c'est pour prendre les marchés et faire en sorte que personne d'autre puisse y venir. Et il était une époque, ce n'était ni les Chinois ni les Américains, mais les Européens. Je pense à Orange, je pense au groupe Castel, je pense, etc. Et on pourrait en citer de nombreux autres. On voit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On a de plus en plus, et le Maroc est un bon exemple, on a de plus en plus de banques africaines. Il y a encore 20 ou 30 ans, il y en avait très peu. C'était toutes des banques européennes. Et on pourrait faire le même exercice pour tous les secteurs d'activité. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises africaines ou à capitaux africains, mais qui se concurrencent avec d'autres entreprises africaines, tout en se concurrençant aussi avec des entreprises hors du continent africain, ce qui est 2 fois plus compliqué à gérer. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait petit à petit, pas forcément au même degré dans chaque pays africain, du fait que le, le- les enjeux se trouvent bien sur le continent euh, et qu'il faut les défendre, tout simplement. Et pour les défendre, il faut les maîtriser et donc faire de l'intelligence économique. Donc voilà, Mohamed, je m'arrête là, mais je suis sûr que tu as certainement des questions et je serais ravi de compléter mon propos. Euh, Merci infiniment pour ce tour d'horizon, cher Stéphane. Euh, une question me vient sur le tas. Et je crois que c'est un cas d'école. C'est la relance des relations maroco-françaises qui a été émaillée par la visite de son Excellence le président Macron et de la ministre de la Culture Dati et du président du Sénat. Et je crois que moi, je vois ça comme un cas d'école de l'économie des affaires, de la diplomatie des affaires. Qu'en pensez-vous? Alors, euh, c'est toujours compliqué de s'exprimer sur les autorités de son pays, Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a mais je vais toujours le droit tenter quand même de réserve, l'exercice plutôt. avec grand plaisir. Alors, je pense que la relation France-Maroc, elle est très ancienne, hein. Il y a une histoire commune qui n'est pas toujours positive d'ailleurs, mais bon, ça c'est le propre de toutes les histoires, hein. Mais il y a une histoire commune. Et quand on a une histoire commune, on a la possibilité de communiquer plus facilement. Même si parfois on a tendance, comme avec vos voisins et la France, à compliquer les choses. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas communiquer, c'est parce qu'on n'a pas envie de communiquer. C'est un autre sujet. Mais quand on a une histoire commune, on peut avancer ensemble plus facilement. C'est exactement la même chose avec la Belgique et la RDC, hein. Les relations avec des hauts et des bas, mais c'est beaucoup plus facile de discuter entre Congolais et Belges qu'entre Congolais et Espagnols, hein. Donc voilà, déjà ça, il y a un terreau commun et je pense que là, ça permet de travailler ensemble. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il y a une diaspora marocaine très importante en France, euh, avec aujourd'hui des jeunes Français d'origine marocaine de 3e génération, même de 4e, qui arrivent à des postes de direction dans des entreprises, etc. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui a remis beaucoup de choses à plat, hein. On avait ce mauvais souvenir de travailleurs marocains qui étaient venus pour travailler dans les mines, dans la métallurgie, etc., à des postes non qualifiés. Et parfois, en s'étant un peu fait rouler parce qu'on ne leur avait pas dit exactement ce qu'ils allaient faire en venant en France. Et donc, voilà, il y a tout un travail aujourd'hui qui a été fait de la part des populations de la diaspora, mais aussi des populations françaises, qui fait que
ce terreau commun, aujourd'hui, il a tendance à être moins conflictuel qu'il n'a été. Hein, je pèse mes mots volontairement. Hein. Euh, Ensuite, vous avez un chef d'État euh, qui aime beaucoup la France, euh, qui aime beaucoup la France. Alors, pas forcément l'État français en tant qu'institution, mais le pays. Il y est régulièrement, sa famille également. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, à mon sens, qui joue beaucoup. Hein. Et puis, on a énormément de décideurs français qui adorent le Maroc, hein, qui ont des maisons au Maroc ou qui passent des séjours réguliers. Donc, voilà, il y a des échanges amicaux. Moi, je pense que ce sont vraiment des échanges amicaux qui sont importants. Et donc, ben forcément, tout naturellement, lorsque les relations sont bonnes, les relations interpersonnelles sont bonnes, les relations d'affaires suivent. On a envie de travailler avec les gens avec qui on s'entend bien. Hein. Et je pense que c'est là où une visite d'État telle que celle qui a pu avoir ben montre que, ben comme on a beaucoup de points communs et que les relations sont bonnes, bien on peut travailler ensemble tout simplement. Et sur les aspects culturels notamment, parce que bon, ben, Rachida Dati, qui est à la culture, euh, on a aujourd'hui énormément d'échanges culturels. Alors, les échanges culturels au travers du sport, au travers de l'art, au travers de la musique, etc. Et ça, tout euh, ce soft power, comme on l'appelle, marocain en Europe, mais aussi français au Maroc, hein, chacun le fait bien sûr, mais contribue à mieux se connaître, encore mieux se connaître. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, j'étais ravi, lorsque j'étais la dernière fois à Rabat, de visiter le musée d'art moderne avec les collections d'estampes, etc., et des œuvres d'art contemporain, d'artistes essentiellement marocains. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, les échanges culturels entre musées, etc., ne peuvent faire que euh, resserrer les liens encore plus forts. Hein. Et donc, je trouve que c'est très bien quand notre président se déplace en visite officielle avec un ministre de la Culture. Je pense que c'est là que on ne peut pas se disputer sur la culture. Ou alors c'est qu'on n'est pas intelligent. Mais la culture, c'est tellement un beau partage que ça ne peut que resserrer les liens. Et à partir de la culture, eh bien, on arrive sur les affaires tout simplement, sur l'investissement, et puis après, on rentre dans des choses beaucoup plus techniques. Mais voilà, c'est comme ça que moi, je vois cette visite d'État qui était une visite que moi, je trouve amicale parce qu'il y a des vraies relations d'amitié entre les deux pays et ces populations, et culturelle parce qu'on a des échanges culturels qui sont, à mon sens, fructueux et qui permettent d'aller plus loin et d'amener un climat de confiance pour les affaires. Merci infiniment, cher ami Stéphane. Euh, maintenant, vous m'avez dit, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je crois que vous avez fait un tour d'horizon de tout ce qui devait être dit. Et franchement, je n'ai pas de questions parce que je suis plus assoiffé d'informations. Mais si vous permettez, je vais me permettre de faire un récapitulatif modeste de ce que vous avez dit. Euh, Tout d'abord, un grand merci. Un grand merci à un expert de renommée et un fin connaisseur de l'Afrique, et notamment de l'Afrique centrale. Eh bien, je crois que notre cher ami Stéphane Moursi, avant qu'il entame le vif du sujet, il a fait un tour d'horizon axé sur l'impact des enjeux sécuritaires sur l'attractivité et les investissements internationaux, notamment en Afrique. Et par la même occasion,
et s'est arrêté sur la PAC de l'intelligence artificielle, sur la diplomatie des affaires. Moi, je vous promets que ce sont des sujets qui vont, Inch'Allah, faire l'objet de prochaines rencontres ou webinaires. Eh bien, pour la thématique principale, M. Stéphane Morty, il a souligné le rôle clé de l'intelligence économique et de la diplomatie des affaires pour sécuriser et optimiser les opportunités en Afrique à travers trois axes. Le premier axe, c'est la gestion des risques. Face à l'instabilité politique, la complexité réglementaire et les risques financiers, il est essentiel, d'après notre intervenant, de mettre en place une veille stratégique, un réseau local fiable et des plans de gestion de crise. Concernant le second point, notre cher ami qui est un membre de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, et il a insisté sur le fait que une connaissance du droit OHADA et des marchés publics, des régimes fiscaux est indispensable pour garantir la conformité des projets et limiter les litiges grâce à des contrats solides et des garanties financières adaptées. Et il a mis l'accent également sur euh, un déphasage de la culture juridique entre l'Afrique et l'Occident, notamment pour ce qui est de la responsabilité sociétale des entreprises. Le second volet, le second volet, c'est il a insisté sur l'exploitation de l'information stratégique en soutenant que l'intelligence économique permet d'analyser la concurrence, comprendre les attentes des clients et mener et nouer des partenariats stratégiques pour renforcer la compétitivité. Enfin, c'est le mot de la fin, la diplomatie des affaires joue un rôle central dans l'établissement de relations durables avec les acteurs locaux et institutionnels. Une approche intégrant la responsabilité sociétale des entreprises et un réseau d'influence efficace favorisant l'intégration et la réussite dans l'écosystème économique africain. C'est plus ou moins le récapitulatif de ce que tu as dit, mais comme dit un adage sécuritaire, résumer, c'est trahir. Je m'excuse si j'ai trahi tes propos. Eh Non, bien, c'est c'était toujours très un bien. honneur et un plaisir d'avoir notre cher ami Stéphane Mortier et je vous remercie infiniment. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de nouer d'autres partenariats, d'animer d'autres webinaires et de rencontres, Inch'Allah. Et notamment, je pense avec toi au prochain événement que vous allez, que le débat africain, c'est l'intelligence économique dont vous êtes responsable, va tenir, Inch'Allah, le prochain événement à Dakhla. Et ce sera une occasion, Inch'Allah, pour se rencontrer, pour s'entraider. Et merci infiniment, cher ami. Et c'est une grande occasion, et c'est un plaisir et un honneur d'avoir, comment dirais-je, pris part tes propos. Et c'est toujours, je suis, comment dirais-je, je suis toujours agréablement surpris. Merci infiniment. Merci à toi et à toute l'équipe du think tank et de la nouvelle association. Merci infiniment, cher ami.